Chers acteurs et partenaires de l'éducation, bonsoir. L'actualité éducative ces derniers temps au Togo, c'est bien les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux que certains élèves ont déversées. De là, beaucoup parlent de crise de l'éducation interpellant tous les acteurs intervenant dans l'éducation des enfants et jeunes. On peut citer les enseignants, on cite les parents, on cite les autorités éducatives et même les médias. Dans les émissions précédentes, beaucoup ont démontré que dans ce qui s'est véritablement passé, les parents ont une part de responsabilité. Pour mieux les aider à assumer très bien leur rôle d'éducation et de formation de leurs enfants, nous recevons pour vous un enseignant-chercheur. Il est professeur de sociologie de l'éducation et de la famille à l'Université de Lomé. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, comme je vous le disais, le sujet au centre de notre émission, c'est les 5 fonctions de la famille. Et ça, vous comprenez que c'est une affaire de spécialistes. C'est pour ça que nous avons invité pour vous un spécialiste. Il est professeur de sociologie et de la famille à l'Université de Lomé et enseignant-chercheur. Son nom, M. Amevor Amouzou Glikba, est donc professeur de sociologie de l'éducation et de la famille. Il est maître de conférence à l'Université de Lomé. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour les téléspectateurs, nous voulons que vous clarifiez le plus simplement possible pour que vraiment la clarification puisse être accessible aux Togolais moyens. La famille, c'est quoi le plus simplement? Vous me renvoyez à mes cours de sociologie, à me poser la question sur la famille. Je n'étais pas prévenu, mais retenons. Il faut entendre par la famille une entité socio-biologique. Une entité socio-biologique, donc il y a société, il y a la biologie. Et donc, de partage, qui assure le partage et qui assure la vie en commun des individus. Alors, des individus qui décident de vivre en commun, de fonder un ménage, ils sont liés par ce ménage, par la famille, par des critères ou des alliances, des liens de consanguinité. Vous ne demandez pas d'avoir un frère. Quand il est votre frère biologique, eh bien, au nom de la consanguinité, il s'impose à vous comme frère, comme membre de la famille. On devient un membre de famille par alliance, donc c'est le mariage. On devient membre de la famille par adoption. Ce n'est pas seulement la consanguinité, mais aussi le contrat social d'adopter un enfant, parce que tout enfant a besoin de famille. Donc, et il y a aussi le lien de la fertilité, c'est-à-dire les enfants que vous engendrez, eh bien, automatiquement que vous les avez engendrés, vous les avez eus, ils sont membres de votre famille. Alors, c'est les différents critères d'alliance qui constituent les liens qui font la famille, la vie en commun au sein d'un ménage. Merci. Fidèles téléspectateurs, juste cette question, c'était pour clarifier le concept de famille, pour que nous ayons un bon entendement, une bonne compréhension de ce concept. Et vous savez, vous et moi, que quand on parle de famille, elle prend plusieurs formes. Il y a des familles monoparentales, les familles réduites, les familles élargies. En tout cas, il y a plusieurs formes que prend le mot famille. Alors, nous allons rentrer au cœur du sujet qui nous réunit cet après-midi. Nous avons bien parlé des 5 fonctions de la famille. Les 5 fonctions de la famille. On a besoin vraiment d'être suffisamment éclairés pour que nous puissions, en tant que parents, assumer mieux nos responsabilités vis-à-vis des enfants. Alors, monsieur le professeur, la famille joue le rôle d'amour, d'affectivité, de solidarité et de protection émotionnelle. Clarifiez-nous clairement vraiment ce que cela représente. D'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité. Nous voulons parler de la famille, c'est parce que plusieurs institutions sociales ont été indexées comme étant
comme assumant une certaine responsabilité dans l'éducation des enfants. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'État, il y a tout un tas d'institutions. Et donc, il faudrait... Et certains acteurs clés comme les enseignants et certaines personnes morales comme les médias aussi. Exactement. Tout à fait. Donc, il y a même l'Église qui forme, qui éduque aussi. Nous devons prendre tout le temps de diagnostiquer les causes de la crise. Et donc, vous m'avez invité, c'est ce que j'ai compris, pour qu'on se penche essentiellement sur la famille et ses responsabilités. Tout à fait. Le rôle de la famille, et moi, je vous ai proposé les fonctions de la famille, et nous avons retenu 5 fonctions. Oui. La toute première qui est intitulée « Le fait que la famille serve de cadre d'exercice de l'amour et de la protection émotionnelle », c'est ce que nous avons dit. Oui, la famille est le cadre social, l'institution, le cadre de vie où des gens se retirent quand ils s'aiment. Parce que l'amour est une valeur que tout le monde a, mais l'amour qu'on donne aussi se donne à des degrés différents. Alors quand on aime quelqu'un et qu'on a beaucoup d'amour à lui donner, on l'apprend en ménage dans sa famille. C'est ce qui justifie le mariage. C'est ce qui justifie le mariage. Quand vous aimez une femme, vous voulez construire votre vie avec elle, vous l'invitez à fonder un foyer avec vous. Quand vous avez des enfants, eh bien, ils sont invités naturellement à vivre dans votre famille, vous leur donnez de l'amour. Pourquoi nous parlons d'exercice de l'amour ? C'est un don qu'il faut exercer, qu'il faut pratiquer et qu'il faut partager. Et donc, il faut lui réserver tout un cadre pour qu'il s'accomplisse bien. Nous parlons de protection émotionnelle. C'est parce que quand vous aimez des gens qui vivent avec vous dans une famille, eh bien, vous devez soigner leurs émotions, leur colère, leur joie, leur indignation, ainsi de suite. Et les bonnes nouvelles dans la vie, même les élèves, quand on les observe, quand ils ont une très bonne note, ils courent à la maison parce que la première chose, c'est de les partager avec les parents. Avec les parents, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est une émotion positive. Parfois, on cache d'en discuter avec ses élèves parce que l'école est aussi un lieu de concurrence. Donc, on restitue la victoire à la famille. Quand les enfants tombent en crise de puberté, quand ils font leur première déception... Ouais, les crises d'adolescence. Les crises d'adolescence, les déceptions amoureuses, ainsi de suite, ils se reversent à leurs parents, même s'ils cachent, qu'ils essaient de cacher. Les filles ne sont pas très expressives, mais les mamans finissent par reconnaître que non, elle a changé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc ça veut dire que... Et on l'amène jusqu'à ce que le problème se traite parfois, et le problème se traite à partir du moment où elles fond en larmes et se jettent dans les bras de ses parents. C'est la protection émotionnelle. La famille est là pour que chaque personne qui circule dans la société sache ait au moins la garantie de ce lieu ou ce cadre où il bénéficie pleinement de l'amour, où il rencontre des gens qui l'aiment. C'est la famille qui laisse l'impression qu'on est vraiment aimé dans ce monde. Alors, avant que vous n'évoluiez au niveau de la deuxième fonction, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, alors qu'est-ce qui fait qu'au lieu que ces enfants retrouvent de toute façon l'affection dont ils ont besoin, c'est tout le contraire? Est-ce que les parents ne sont pas formés, ils ne sont pas renforcés sur comment ils doivent se prendre vis-à-vis de leurs enfants, ou qu'est-ce qui se fait que c'est plutôt la famille qui rejette quelquefois, je dis bien quelquefois, les enfants? C'est un gros malentendu. C'est un gros malentendu. Je ne dirais pas que les parents ne sont pas formés, mais parce qu'aucun parent ne voudra qu'on le forme pour la façon ou sur la façon dont il doit tenir sa famille. Les parents se sentent souverains, ils ont eu les enfants. C'est pourquoi quand on organise des séances, on parle des séances d'échange avec les parents, c'est parce que c'est pour tolérer le fait qu'on veuille leur parler pour qu'ils puissent arriver, parce que les parents, ils se suffisent. Mais il leur manque cette information. Ils sont sous-informés sur les rôles et les fonctions de la famille. Et voilà c'est pour ça que les spécialistes doivent c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Suffisamment. Très bien. Voilà. Et on l'a dit aussi, en dehors de l'aspect affectivité, protection, il y a aussi la solidarité qui doit être partagée au sein de la famille. Oui, je dirais tout d'abord que après le fait de servir de cadre de manifestation de l'amour et de la protection émotionnelle, la famille a la deuxième fonction, le deuxième rôle, et que nous nommons la régulation de la sexualité.
Dans régulation, il y a réglementation. Ouais. Il y a règle. Il y a régulation. Il y a régulation, je dis la régulation de la sexualité. Ça veut dire que la sexualité se pratique dans les normes. Et ça veut dire aussi tout simplement que tout le monde n'a pas le droit de coucher avec tout le monde. Et je vais vous surprendre, cher animateur, monsieur Marcel. Ouais. Vous savez d'où les hommes ont appris la sexualité? Non. Non, c'est des animaux. Puisque les animaux vivaient sur Terre avant nous. Vous savez d'où les hommes ont appris l'alimentation? C'est des animaux. Parce que quand vous méditez, vous vous mettez dans la peau du philosophe et que vous méditez profondément la vie des hommes et que vous vous rendez compte que les animaux étaient sur Terre avant nous, il a bien fallu que les hommes observent pour faire. Le rôle de la sexualité, c'est la procréation. Quand vous voyez les animaux, quand ils s'accouplent ou quand ils se croisent, c'est juste pour générer leur espèce. La naissance de l'enfant apparaît comme une délivrance, mais ce n'est pas une délivrance. Il faut le bercer, il faut l'apprendre à parler, il faut l'apprendre à connaître la joie, à atténuer. Et il faut qu'il aille à l'école après. Après, il faut qu'il rentre dans la vie, il faut qu'il trouve un travail, il faut qu'il se marie. Jusqu'au grand-père que vous devenez, vous avez encore la responsabilité de veiller à ce que vos enfants réussissent dans la vie. Ça veut dire que c'est tout un travail pénible qui vient sanctionner la sexualité, qui ferait que personne ne se mettrait à faire la sexualité si elle n'était pas agréable. Sauf que l'homme, pour avoir découvert que la sexualité est agréable, a mis le plaisir au devant et a recherché le plaisir extrême. Et c'est cette recherche abusive du plaisir qui crée des formes de sexualité comme l'homosexualité, ainsi de suite, parce que c'est la curiosité humaine d'aller au plus loin du plaisir qui crée parfois la dérive, et souvent la dérive et la dépravation. Ce que maintenant je veux comprendre, vous avez parlé, le mot régulation de la sexualité est un mot très bien choisi, mais il se trouve que dans nos familles, beaucoup de parents ne savent peut-être pas comment transmettre cette vie sexuelle, comment aborder même le problème de la sexualité avec les enfants, et ça pousse finalement les enfants au dérapage. Oui, justement, mais attendez, quand je parle de régulation de la sexualité, c'est parce que la sexualité doit se pratiquer dans les règles, dans les normes. Mais quand quelqu'un devient parent accidentellement, il a appris où et comment il va l'apprendre pour pouvoir bien transmettre cela à l'enfant? Il faut avoir le temps de réfléchir suffisamment sur ses responsabilités. Et c'est pour avoir réfléchi sur mes responsabilités, c'est pour avoir échangé avec des aînés. Il y a des bouquins qu'on nous a donnés. Là, je vous dis, c'est tout simplement parce que les gens sont vite rentrés, ont été surpris par la vie familiale. Les gens, ils faisaient d'abord le plaisir. Pourquoi cette régulation, elle est très importante. Vous dites... Nous avons actuellement une crise, mais moi je vais vous dire, quand on cherche les auteurs, ou bien l'origine, les réelles causes de cette crise, c'est la société elle-même. Pourquoi? Parce que nos enfants, en naissant, ne savent rien. Les enfants ne font qu'imiter. Et la société les a influencés. Et la société les a influencés. Si la sexualité doit se pratiquer dans les normes, je vous dis, ici à Lomé, je peux parler d'une pathologie sexuelle à observer dans la société. Si la sexualité doit se pratiquer dans les normes, on n'a pas besoin d'amener son partenaire dans une chambre de passage. Une fois que vous prenez votre partenaire, que vous allez dans une chambre de passage, c'est parce que vous avez reconnu que vous êtes dans l'illégalité ou dans l'illégitimité sexuelle, donc il faut vous cacher. Parce que la sexualité se pratique à domicile, parce qu'on a décidé de faire la sexualité, parce qu'on s'est présenté au public, parce qu'on s'est marié, parce qu'on a été ovationné et on est à l'aise de la sexualité. Les jeunes de cette société ont observé leurs aînés et la culture est sortie. On découvre qu'ils n'ont plus la culture dans leur crâne, dans leur tête, mais la sexualité. Tout à fait. Donc il y a un problème, il y a une pathologie sexuelle, une pathologie du sexe qui existe dans notre société. Tout à fait. On va aller à la troisième fonction, la fonction de socialisation de la famille. Oui, la première nature de la troisième fonction de la famille, c'est le soin des nourrissons. Parce que quand on se met en famille et qu'on est fertile, on a des enfants.
Et les enfants ont besoin de tous les soins. Sinon ils meurent avant leur premier anniversaire. Et c'est pourquoi quand on a passé les 1 an, on fête l'anniversaire. L'anniversaire, au moins, normalement, devait se pratiquer après 1 an, et après on s'en fout, peut-être après 25 ans, ou après 50 ans. Ça ne doit pas être aujourd'hui ce drame social, un autre drame, où les couples peuvent divorcer parce que le mari a oublié le jour de l'anniversaire de sa femme. Alors, pour franchir le seuil, parce que de la mortalité, pour avoir vaincu la mortalité infantile, en fait, et l'enfant n'a aucune chance de survivre si on ne prend pas soin de lui. Et c'est pourquoi les enfants abandonnés, les enfants qui ont été rejetés, sont récupérés dans des familles artificielles, qui sont des foyers, parce que c'est le premier rôle, le soin des nourrissons. Les orphelinats et autres. Ainsi de suite. Alors, la socialisation, c'est ça, c'est-à-dire apprendre à l'enfant qui en naissant n'est qu'un être biologique, mais pas forcément un être culturel, donc lui donner de la culture, et connaître en berçant les enfants, en chantant les berceuses, c'est l'histoire de la famille, c'est l'histoire de la société qui se retrouve dans tous les champs. Il apprend à travers les berceuses à comprendre l'environnement dans lequel il naît, on l'apprend à marcher, il imite le parler, ainsi de suite. Il devient un homme qui appartient à sa société. C'est ça le troisième rôle de la famille. Alors, cela nous amène maintenant à la 4e fonction de la famille, la fonction d'autoreproduction. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la 2e fonction qui parle de la régulation de la sexualité? Oui. L'autoreproduction, il est très simple à comprendre. Vous m'avez demandé d'utiliser les termes les plus simples. Oui, bien sûr. Pour expliquer de quoi il s'agit, ça signifie se reproduire soi-même. Se reproduire soi-même. Ça veut dire que l'Éternel nous a donné la chance de nous dédoubler, de nous tripler, nous quadrupler, parce que c'est après, en grandissant, avec l'expérience et l'âge, qu'on découvre d'autres valeurs, plusieurs valeurs, qu'on acquiert des valeurs sociales. Je vous donne un exemple. Dans les sociétés occidentales, il y a des familles où ils se reconnaissent comme étant des écologistes. Alors, leur valeur sociale qu'ils défendent dans cette humanité, c'est la protection de la nature. Alors, pour que cette valeur protectrice de l'environnement et de la nature subsiste dans cette humanité, les meilleurs partenaires que vous pouvez vous recruter, d'accord? Vous recrutez pour assurer justement la pérennisation de ces valeurs, c'est vos propres enfants. Quand nous avons dit auto-reproduction, ça signifie aussi, on parle aussi d'auto-recrutement. Alors, vous avez la possibilité en enfantant, en produisant des enfants, de vous recruter vous-même dans la nouvelle génération qui vient. Puisque vous appartenez à une cohorte de générations qui grandit, qui vieillit et qui s'en va. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous découvrez mieux le monde, vous découvrez des valeurs que vous ne pouvez plus. Vous regrettez un certain nombre de choses que vous ne pouvez plus faire dans votre vie, mais la nature nous donne la chance de les transposer sur nos progénitures pour que ces valeurs soient défendues. Quand vous savez que l'enfant que vous faites venir au monde est celui-là qui doit porter la valeur que vous lui inculquez, vous ne devez pas faillir face à vos devoirs. C'est la méconnaissance de cette fonction d'auto-recrutement, parce que c'est vous-même qui revenez, mais dans une nouvelle génération. Autrement. Alors, comment on peut permettre à ce que cet enfant, comment on peut s'indigner des actes de cet enfant? Ça veut dire qu'on n'a pas été responsable, ou bien ça veut dire qu'on n'a pas compris pourquoi on a fait venir l'enfant au monde. Donc, cette fonction est très essentielle pour moi, parce que ça résout beaucoup de problèmes. C'est une fierté d'être papa. Et votre enfant, vous avez la possibilité. Je te donne un autre exemple. Je suis formé sociologue. Et après, je découvre que non, j'étais mieux fait pour un avocat. Ou j'aurais pu étudier la médecine. Parce que je comprends vite, avec l'âge, avec l'expérience, on ne m'explique pas un phénomène biologique, une situation médicale, sans que je ne comprenne facilement. Alors, pourquoi je n'ai pas étudié la médecine? Pourquoi j'aurais pu devenir ceci? Non, ce n'est pas trop tard. Vos enfants peuvent le devenir. Alors, vous rêvez à travers vos enfants. Vous y voyez des avocats, des médecins, des ingénieurs. Vous avez du travail. Quand un parent sait
connaît l'importance de l'autoreproduction, de la fonction de l'autoreproduction, de la fonction de l'auto-recrutement, qu'assure la famille, il ne peut pas échouer, il ne peut pas faillir. Mais pour qu'il puisse bien faire sans échouer, il faut que lui-même il reçoive une formation dans la méthodologie de transmission de cette valeur ou de ces valeurs qu'il porte. La méthodologie de transmission des valeurs que l'on porte est toute simple. Il y a un sociologue français que j'aime bien, non pas pour dire que la sociologie n'est que française, elle est aussi africaine. C'est seulement que la sociologie africaine n'est pas suffisamment développée et il nous incombe de le faire. Voilà. Donc c'est Émile Durkheim qui dit, c'est l'autorité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation, vous avez besoin juste d'avoir la conscience, la connaissance, la compréhension de ces fonctions. Et vous devez constituer le reflet. L'autorité, ce n'est pas quand on ose la voix sur l'enfant, quand on le bastonne, quand on crie sur lui. Votre enfant, puisqu'il cherchera à vous imiter, menez une bonne vie. Soyez sage. Vous êtes une référence pour l'enfant. Vous serez une référence pour lui. Il s'inspire de vous. Et c'est ça l'autorité, on parle d'autorité pédagogique. C'est-à-dire, à travers les bonnes règles d'existence et de pratique de vie, vous constituez le reflet de votre propre enfant sans que vous y fassiez tant d'efforts. C'est ça. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train d'évoluer vers la 5e fonction de la famille. On a abordé tour à tour le cadre d'expression de l'amour, de l'affectivité, de la solidarité et de la protection émotionnelle. Et de là, nous avons évolué pour arriver vers la fonction de régulation sexuelle. Il a très bien expliqué ce que cela veut dire. Et alors, de la régulation sexuelle, nous sommes arrivés à la fonction de socialisation. Et de la fonction de socialisation, il vient de vous expliquer la fonction d'autoreproduction. Alors, la toute dernière fonction, c'est la fonction de placement. Et comme c'est des concepts assez académiques, alors nous avons voulu que notre invité monnaie tous ces concepts-là pour nous permettre de bien comprendre leur sens d'abord et leurs implications pour que à chaque jour nous puissions méditer là-dessus et voir dans quelle mesure nous pouvons bien faire les choses pour que les enfants, nos enfants, nos jeunes, eh bien, soient dignes de prendre la relève aussi bien en famille que dans la société. Alors, professeur, nous allons à la dernière fonction qui est bien la fonction de placement. Qu'est-ce que cela veut dire? La fonction de placement social, c'est très simple, c'est le fait de placer son enfant dans la société, de trouver une place rentable pour son enfant dans la société. Dans la société. Dans la société. J'explique. Il n'est pas, tout comme on avait dit qu'il n'est pas facile à un enfant tout seul de survivre jusqu'à 1 an, jusqu'à son premier anniversaire, sans le soin de ses parents. Tout à fait. Il n'est pas facile à toute personne qui vient dans cette humanité d'avoir une réussite dans la société. Quand vous devez avoir une réussite, il faut que vous soyez suffisamment accompagné. Il y a des génies qui ont pas coup de chance, parce qu'ils se démerdent, parce qu'ils se battent, ils réussissent. Mais ceux qui réussissent mieux, c'est des gens qui ont été accompagnés. Et c'est cet accompagnement dont les individus, dont tous les enfants ont besoin de leur famille pour réussir dans la société que nous appelons placement social. Un ingénieur, si l'enfant est intelligent, vous le dirigez, vous l'orientez, vous le suivez, vous lui donnez des conseils, vous lui faites découvrir, faites construire des rêves. Et donc, il deviendra un ingénieur. Si vous le guidez pour qu'il devienne, je disais un médecin, il pourra le devenir. Le guider ne veut pas dire créer une crise avec lui, lui imposer. Voilà, donc ça veut dire c'est l'accompagnement et c'est très important parce que les familles, le développement des familles passe par leur capacité de positionner leur progéniture dans l'arène sociale, dans la stratification, c'est-à-dire l'occupation des fonctions prestigieuses de la société. Les familles ont disparu parce que, au lieu de faire la solidarité familiale et de réfléchir pour positionner stratégiquement leurs enfants, ils sont rentrés dans la jalousie familiale, dans la destruction, et ils se sont éteints. Alors le placement social est très important, et quand vous savez
que nous écoutons beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui disent « je n'ai pas continué à l'école, j'étais très brillant » ou parce que voilà, j'ai perdu mon père très tôt et ma maman s'est remariée, donc je n'ai pas eu le soutien nécessaire pour continuer. Il a manqué de placement social. Vous voyez des gens qui disent « je suis devenu ceci aujourd'hui parce que mes parents ne se sont pas bien occupés de moi ». Ils font allusion à la fonction du placement social. Vous en avez par contre d'autres qui remercient, qui disent, qui reconnaissent que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à mes parents qui m'ont payé les études, qui m'ont envoyé au Canada. Ou à une bonne volonté. Donc ça veut dire que un enfant, la providence divine doit faire que nous réussissions individuellement, mais la solidarité sociale et le placement social permet aux enfants de réussir mieux parce qu'ils sont guidés par des gens qui sont derrière eux, qui sont plus expérimentés et qui leur montrent là où poser les pas. Alors, je vais vous expliquer que lui, parce que si nous disons tout ceci, c'est pour faire le lien avec la crise présente aujourd'hui. Il y a eu un malentendu qui s'est installé entre famille et école, le rôle de la famille et l'école. Tous ces rôles que je viens d'énumérer, d'avancer, sont des rôles qui sont du ressort de la responsabilité de la famille. Sauf que, et c'est pourquoi je dis souvent, et je ne fais pas toujours l'adhésion quand je le dis, que l'école est une opportunité et non pas une obligation. L'école est une opportunité que l'État a offerte aux familles pour en profiter suffisamment, s'il le juge nécessaire, pour la réussite de leurs enfants. La preuve, c'est que dans notre société aujourd'hui, l'État n'emprisonne pas les parents dont les enfants ne sont pas envoyés à l'école. L'éducation scolaire est une opportunité, alors que l'éducation familiale est une obligation. Votre enfant ne signe pas un contrat avec vous avant que vous ne preniez soin de lui. Si on a fait de l'école, la scolarisation, une obligation, c'est-à-dire la gratuité et puis l'école obligatoire jusqu'à 15 ans, c'est une obligation conventionnelle. C'est parce qu'on a des objectifs. Les objectifs du millénaire pour le développement, du développement durable, ainsi de suite. Et parce qu'on veut atteindre ces objectifs, et parce qu'on raisonne avec des indicateurs bien précis, on dit il faut rendre l'école obligatoire. Donc c'est une convention, c'est un contrat qu'on s'est donné pour rendre l'école une obligation. Mais on ne se donne pas de contrat pour rendre l'éducation familiale une obligation parce qu'elle est naturellement une obligation. Et donc, connaître les 5 fonctions de la famille, lorsque les parents le savent et qu'ils le connaissent, ils s'imaginent tout le travail qu'ils ont à faire. Le malentendu s'est installé à partir du moment où beaucoup de parents dans nos sociétés ont vite fait de déléguer la responsabilité de l'éducation à l'école seule. Et c'est justement pourquoi tout le temps, même les acteurs de l'école se plaignent. Hein. Les acteurs de l'école... Les parents se sont contentés juste de venir donner leurs droits, les droits scolaires, et ils ont tout laissé dans leurs mains, alors qu'ils ont une part de responsabilité à jouer pour que cet enfant réussisse. Nous entendons beaucoup de parents dire « Dieu merci, il a commencé l'école. Dieu merci, elle a commencé la crèche. Elle est très, très éveillée, elle a commencé. Oh, finalement, elle a commencé. De toute façon, j'ai payé l'école. J'ai choisi une école, une très bonne école. C'est fini. » Alors qu'il doit être... Le rôle de l'école. Alors, nous devons faire la différence. Et ça aussi, je le rajoute aux parents, parce que c'est essentiellement aux parents que je m'adresse aujourd'hui. Et... l'éducation concerne aussi bien le savoir-être et le savoir-faire. Bien sûr. Alors, quand nous raisonnons du rôle de l'éducation en termes de savoir-être, c'est la famille qui donne le savoir-être. L'école n'éduque qu'en termes de formation, pour donner une formation précise, afin de faciliter plus tard une insertion professionnelle. L'école, famille et école constituent 2 espaces de socialisation. Nous parlons de socialisation primaire au niveau de la famille, mais qui est relayée par l'école, parce que l'enfant doit avoir de la culture, une certaine acquisition de la culture universelle, d'abord locale, nationale, sous-régionale, continentale et universelle, parce qu'il est obligé de voyager, de découvrir le monde. C'est pour ça qu'il va à l'école, pour compléter les informations que les parents ne peuvent toujours pas lui donner. Ouais. Alors, le fait de déléguer définitivement la charge de l'éducation aux écoles est un gros malentendu. C'est à travers la médiatisation que les enfants ont découvert ça. Et au lieu de les accompagner suffisamment, et là,
la famille a beaucoup de rôles à y jouer, l'école, l'État, pour que nos enfants soient orientés, soient fixés, soient indexés, dirigés vers l'acquisition de la culture et non la sexualité. C'est à défaut de l'acquisition de la culture, c'est à défaut de l'avidité à une référence culturelle qu'ils sont perdus, qu'ils sont perdus dans les médias. Et ce qui peut les arranger, les amuser, c'est cette sexualité dont les conséquences deviennent rudes pour notre société et pour notre humanité tout entière. On doit chercher à mieux maîtriser les fonctions de la famille pour que nous puissions, en tant que parents, bien jouer notre rôle. Alors, monsieur le professeur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Les leçons que vous pouvez rappeler peut-être aux parents, c'est cela que nous attendons maintenant. On peut réfléchir en termes d'éléments de solution. Parce que nous avons notre société qu'on connaît une crise grave. La crise, c'est une crise dont l'origine est sociale. C'est-à-dire que l'origine est la société elle-même, parce que je suis convaincu que notre société vit une grave pathologie sexuelle. On s'amuse avec la sexualité parce qu'on a oublié le rôle de la sexualité qui est la procréation. Le fait de connaître les 5 fonctions de la famille en soi constitue déjà une solution, un début de solution, parce qu'il n'y a pas un créneau où on forme les parents. Il faut vulgariser des initiatives porteuses d'information à l'endroit des parents pour les aider, pour leur donner des outils de travail. Eh bien, on ne crée pas famille parce que famille est là. On crée une famille parce qu'on a des objectifs. Et quand on a des objectifs, il faut les atteindre. Et c'est pourquoi il faut comprendre pourquoi on vit en famille. Un autre élément qui est important pour que la vie familiale réussisse, et une vie familiale réussie est une vie scolaire réussie et une vie sociale réussie, c'est l'élaboration des projets familiaux. Il faut que les familles aient des projets. Il ne faut pas qu'on vive à l'air libre, au jour le jour. Qu'on vive par navigation à vue. Il faut avoir des rêves, des visions. Et ces rêves et ces visions se discutent en famille. Nous voulons devenir quoi? Comment on veut acquérir la richesse? Est-ce qu'on doit monter une grande société? Je vous rappelle que des termes comme Toyota, Suzuki, Kawasaki, c'est des noms de famille. C'est des noms de familles qui ont fait le projet de l'industrie de l'immobilier, de l'automobile, et qui ont donné leur nom justement à ces industries. C'est parce que c'est des familles ont fait des projets, ils se sont projetés dans l'avenir et se sont vus très haut. Donc c'est quelque chose qui se fait, qui se prépare. Les moyens d'action appropriés pour une réussite de la famille et une réussite scolaire, je dirais donc sociale dans l'ensemble, le moyen d'action pour réussir. Alors, c'est comme un gris-gris, c'est comme une potion magique, c'est la communication. L'une de vos invités à la dernière émission, je crois que c'est Madame Gamessan, qui disait le dialogue, elle veut parler de la communication, parce que c'est la communication permanente entre parents et les enfants. Entre communication parents-élèves parents-enfants, qui permet aux enfants de comprendre leurs devoirs et leurs responsabilités. Et quand on a des projets familiaux, il faut communiquer autour, mais il faut avoir aussi un mécanisme de suivi et évaluation des projets familiaux, et je nomme la concertation familiale, que nous appelons souvent conseil de famille. Mais ça, c'est l'ancienne génération. Moi, j'assistais toujours à des conseils de famille. Notre papa convoquait des conseils de famille. C'est à la fin de chaque année calendaire, c'est à la veille des fêtes de fin d'année, c'est à la veille de la rentrée scolaire qu'on fait un conseil de famille pour situer les responsabilités. Nous sommes partis à l'école pour arracher la première place, pour arracher la réussite, parce que c'est le seul devoir qu'on nous a donné. Et donc le fait de revenir en conseil de famille, combien de familles aujourd'hui s'asseyent pour faire un conseil de famille, pour se donner une concertation, pour redéfinir on a quitté où, on est arrivé où. Nous vivons en l'air. Et ça, c'est très déplorable. Je dis, et la mise en place des cadres de concertation, ça, je vais parler de l'État,
Parce que quand les familles s'organisent et fonctionnent bien et ont des objectifs, des visions et communiquent bien, elles utilisent l'école comme une opportunité, mais n'attendent plus tout de l'école. Je vous rappelle qu'il y a près de milliers de personnes aux États-Unis aujourd'hui, c'est dans une émission que je l'ai suivie, qui ne fréquentent pas l'école formelle. Parce que leurs parents connaissent le curriculum scolaire proposé à l'école et leur niveau de connaissance et de culture leur permet de penser qu'ils peuvent donner plus à leurs enfants que ce que l'école propose. Alors ils ont décidé, parce qu'il faut avoir aussi les moyens de le faire, de recruter des enseignants privés pour donner des cours à domicile à leurs enfants. Parce qu'ils ont découvert très tôt que cet enfant, il est attiré par l'informatique, il est ceci. Donc on lui a donné l'essentiel qu'il faut pour que son génie puisse se clore. Et donc, mais parce qu'il faut faire des diplômes professionnels et des diplômes reconnus par l'État, on les présente. Quand on les présente dans des concours, à des concours de l'État, ils réussissent meilleurs. Et donc, il y a beaucoup qui ont réussi leur vie, mais qui n'ont pas fréquenté l'école parce que la famille s'est donné en même temps le rôle de l'éducation de base, mais aussi de l'éducation scolaire. Ça veut dire que c'est un auteur américain qui le dit. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Il ne faut pas que l'école devienne le lieu où les parents ont largué leurs enfants. Les cadres de concertation, les états généraux de l'éducation, parce que quand il y a crise, il faut se retrouver pour dire comment est-ce qu'on corrige. Donc à l'endroit de l'État, il faut effectivement qu'on repense tout le système éducatif, et ça ne se pense qu'à travers les acteurs clés du système éducatif. Je pense qu'il est aussi important, et qu'on en arrive progressivement à la mise en place d'un ministère de la famille. D'un ministère de la famille en bonne et due forme, pas un ministère, ça existe dans d'autres pays, bien sûr. Pas un ministère qui serait noyé dans d'autres ministères comme une sous-division ou une direction, un ministère totalement autonome qui aura l'avantage de contrôler la maîtrise de la démographie sociale. Parce que quand on a eu le ministère de la famille, ce ministère a pour rôle de conseiller la famille. Merci, monsieur le professeur. Nous avons beaucoup appris de vous ce soir. Nous tenons à vous dire sincèrement merci. Je crois que ces échanges sur les fonctions de la famille, on va en revenir là-dessus encore pour approfondir certains aspects que nous avons trouvés très, très importants. Merci vraiment à vous. Alors, chers parents, je crois que vous avez tiré une bonne partie de ce que le professeur a exposé, ce qu'il a expliqué, les exemples qu'il a donnés. Eh bien, nous allons méditer ensemble là-dessus. Et ce faisant, nous pensons qu'on peut mieux encadrer nos enfants, on peut mieux encadrer nos jeunes pour qu'ils soient des jeunes de référence positive. Voilà, ils soient des jeunes qui prennent valablement la relève à tous les niveaux. Merci à vous aussi qui avez consacré votre temps pour nous suivre et nous vous disons bye pour la prochaine fois. Au revoir. Bonsoir chers téléspectateurs, j'espère pour vous que vous avez pu retenir quelque chose sur les 5 fonctions de la famille. Dans Actu Éducation, retenez que le Togo disposera bientôt d'un nouveau plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. Troisième du genre, ce document se veut un outil pour identifier les stratégies et actions concrètes capables de permettre au système éducatif du pays de relever les défis de l'heure. Le document a fait objet d'échanges et de validation le 14 juillet dernier. Le Togo réactualise son plan sectoriel de l'éducation nationale PSE 2020-2030. Élaboré depuis 2010, puis révisé en 2013, la troisième version du PSE fait le diagnostic des maux qui minent le secteur éducatif au Togo et propose des approches de solutions pour répondre aux défis de l'heure. Le document est ici soumis à cet effet à l'analyse et à la validation. Les défis qui ont été identifiés portent essentiellement sur les questions d'accès, donc l'accès inclusif, l'accès de tous aux services éducatifs. Il y a la question de l'équité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des enfants parce qu'ils proviennent des familles pauvres qui ne puissent pas aller à l'école.
ne faut pas que certains enfants, parce qu'ils sont porteurs de handicap, eh bien qu'ils soient exclus des centres de formation ou des écoles. Donc il y a le principe de l'inclusion, l'équité et puis la question de la qualité de l'éducation qui se pose de nouveau. Donc comment faire pour renforcer la qualité? Eh bien nous misons, comme l'UNESCO l'a recommandé, sur la question enseignante. Lorsqu'on a des enseignants de qualité, formés, disponibles, motivés, eh bien on est sûr que les enfants peuvent mieux apprendre. Depuis quelques années, des efforts ont été consentis par le pays pour améliorer le secteur de l'éducation, ce qui a abouti à un accroissement moyen annuel de près de 15% dans le préscolaire et de 2,5% du rythme annuel moyen des effectifs dans l'enseignement primaire. Cependant, des défis restent encore à relever. En dépit de ces progrès, une attention particulière doit être accordée aux 4% des enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école et à peu près 15% des enfants qui n'achèvent pas le cycle primaire. Environ un enfant sur 10 n'a pas accès au premier cycle de l'enseignement secondaire. Les filles de 6 à 11 ans sont légèrement moins scolarisées que les garçons, avec respectivement 47% et 53%. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est donc le couronnement d'efforts et de travail de longue haleine. Les partenaires techniques et financiers soulignent l'importance de la mise en œuvre équitable et inclusive du plan sectoriel de l'éducation pour qu'aucun enfant, fille ou garçon, ne soit laissé pour compte. Pour le ministre en charge de l'éducation, ce nouveau plan sectoriel doit prendre en compte tous les paramètres en vue de faire du secteur éducatif un vivier de matières premières sûres pour les études supérieures. La version révisée du plan sectoriel mettrait essentiellement l'accent sur d'abord le développement d'un enseignement fondamental de qualité qui prend en compte le primaire et le premier cycle du secondaire avec pour objectif l'atteinte de la scolarisation primaire universelle en 2022. Deuxièmement, l'extension de la couverture du préscolaire, notamment le développement de l'expérience communautaire au bénéfice des populations rurales et des milieux les plus défavorisés. Troisièmement, le développement de l'enseignement secondaire général, second cycle, celui de l'enseignement technique, la formation professionnelle, et enfin le développement de l'enseignement supérieur qui, en quantité comme en qualité, serait déterminé en référence aux demandes du marché de l'emploi dans notre pays. Acha Deji a également félicité tous les acteurs pour leurs efforts dans l'élaboration de ce plan. Il les a exhortés à faire de cet outil un document de politique de planification et d'amélioration du système éducatif togolais. Ceci pour soutenir les grandes politiques de développement enclenchées. La promiscuité des étudiants en faculté est une identité de l'université ancienne version. Avec la nouvelle donne qu'est le Covid-19, qu'est-ce qui sera fait? La distanciation physique et les mesures barrières pourront-elles être respectées? Qu'en est-il du déroulement des cours en présentiel? Voyons tout cela dans ce reportage. 65 000 étudiants vont reprendre le chemin des facultés. Les responsables universitaires s'y attellent, discussions, échanges, tout est matière à discussion afin de dégager un calendrier consensuel des cours et des examens. Pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de calendrier définitif. Ça ne peut être qu'un calendrier provisoire. Et nous avons mis une stratégie en place qui consiste à renvoyer chaque responsable dans son établissement et ils vont se voir, ils vont faire des réunions avec tous les acteurs. Et à partir de ce moment, ils vont revenir, ils vont remonter l'information au niveau de la présidence pour qu'on puisse harmoniser et avoir vraiment une synthèse. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra vraiment mettre en place une stratégie. Nous avons défini 2 scénarios. C'est de voir à partir de ce moment et en faisant le point, est-ce qu'il faut commencer tout de suite avec les examens arbatants
finir et faire face au semestre mousson, ou carrément continuer et mettre tout, dérouler tout le programme de semestre mousson et à la fin faire les 2 examens en même temps. Donc il faut vraiment pas imposer aux gens, mais il faut que chaque établissement fasse remonter les informations, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a de faire. De toute façon, nous avons une autre stratégie que nous gardons en réserve, c'est celle de valider, par exemple, les évaluations continues. Vous voyez, comme on l'a fait aussi dans les autres établissements secondaires et primaires, par exemple. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, en le faisant ici, ainsi, ça peut également nous permettre d'avoir une marge, tout en respectant vraiment la distanciation sociale, parce que ça, nous tenons vraiment compte de ça, et ça a été des instructions fermes du chef du gouvernement. Le calendrier va se faire peut-être même au cas par cas. Briser la chaîne de contamination est une obligation, encore plus au sein de la communauté universitaire, et les premiers responsables ne lésinent pas sur les moyens. La première chose, c'est la distanciation sociale dans les amphis. Malgré l'effectif pléthorique que nous avons d'étudiants, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces mesures soient respectées. Quitte à démultiplier les cours et arriver à mettre le minimum possible dans les amphis pour que ces mesures soient respectées. Nous prenons les dispositions que chaque étudiant, le personnel, ceux qui nous accompagnent dans les points restauration, chacun, avant d'arriver dans l'enceinte, porte des bavettes. Nous avons mis les lave-mains et ils sont à la hauteur de l'effectif, donc c'est des citernes pour que chaque étudiant puisse se laver les mains avant de rentrer dans les amphis. Et surtout, nous allons mettre un accent tout particulier sur la sensibilisation. Le temps que la pandémie existera au Togo, nous allons sensibiliser. Et par des communications, parce que nous avons un site de l'université que chacun visite. Nous avons les cours en ligne. Nous allons mettre des spots à l'intérieur de ces cours au niveau du site, et puis les affiches vont être partout. Il y a une formation qui est en cours pour les agents, les techniciens de surface comme nous les appelons, pour d'abord les former à cette désinfection-là des amphis, les produits qu'ils vont utiliser, comment les utiliser. Nous faisons appel aussi à des bonnes volontés pour nous accompagner, pour que ça soit fait de façon scientifique. Pour ce qui concerne les transports, nous allons nous rapprocher de notre ministère, parce que la convention, c'est entre le ministère et la Sotral. À cette reprise des cours, chaque étudiant doit se protéger et protéger les autres. Le démarrage des activités universitaires n'occulte pas la continuité des cours en ligne. Et les activités pédagogiques académiques ont également repris à l'université de Kara le 20 juillet dernier. Les cours se dérouleront de manière rotative. Le nombre d'étudiants est réduit au tiers de l'effectif, soit 7 000 étudiants sur les 21 000 que compte l'université de Kara. Les cours en ligne se poursuivent pour ceux qui ne seront pas programmés pour les cours en présentiel. À part le port obligatoire de masques, le lavage systématique des mains, l'université de Kara a limité le nombre de places dans les bus de l'université et maintient en état de fermeture les 2 restaurants de l'université. Les universités privées ont également échangé sur les dispositions à prendre conformément aux mesures prises par le gouvernement. Regardez. Pas de compromis dans le respect des mesures barrières pour les cours en présentiel. Les acteurs des universités privées en réflexion sur les orientations de la reprise des cours. Une réunion qui s'impose à un secteur éducatif qui allie théorie et pratique. Il était important pour faire face à cette pandémie du Covid-19 de prendre des dispositions basiques pour éviter que nos établissements deviennent des foyers incontrôlables de contamination. Je crois que ce serait très préjudiciable pour notre pays. Tous seront dispatchés ces informations au niveau de leur base, les directeurs administratifs, les directeurs financiers, les directeurs des études, aux chefs de classe, aux surveillants et même les étudiants. Nous allons les sensibiliser sur les mesures à prendre. Vous savez,
Quand on vous dit des mesures sans comprendre, on peut ne pas trop les appliquer. Mais quand on comprend le bien fondé de la chose, je crois qu'il y a une sorte de conscientisation et d'autodiscipline qui s'installe. Tout doit être fait en accord avec la décision de l'exécutif. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur suit les échanges de près. Avec l'annonce de la reprise des formations en présentiel, il était indiqué, après la rencontre avec l'université de Lomé, de rencontrer également les promoteurs et fondateurs des établissements privés, parce que il y a des choses qui se font à ce niveau et il était normal que nous les rencontrions pour leur parler des mesures préconisées par le gouvernement. Il s'agit de délivrer le message qui consiste à adopter des mesures barrières. La réouverture des universités au Togo fait suite à celle des classes d'examen du primaire et du secondaire. L'autodiscipline au sein des établissements doit être de rigueur. Une tolérance zéro à l'égard de tout contrevenant va éviter l'explosion des chiffres de contamination au Covid-19. Les contaminations dues au Covid-19 sont quasi quotidiennes aujourd'hui au Togo. Les mesures barrières restent les seules armes. L'université de Lomé est dans cette optique et fait former une partie de son personnel sur l'hygiène. Ces derniers vont à leur tour former leurs pairs dans les amphithéâtres et écoles de l'institution. L'hygiène s'invite dans les amphithéâtres. Au lieu du savoir, l'université de Lomé est également un cadre de brassage d'étudiants venus de tout horizon. La relance des cours en faculté et écoles appelle à une prise de mesures adéquates. La formation des formateurs fait partie des dispositions. Nous allons les former plus précisément sur l'hygiène des mains et l'hygiène respiratoire. Il est démontré scientifiquement que nos mains sont le carrefour de la propagation de plusieurs maladies. Et si nous mettons l'accent sur l'hygiène des mains, nous brisons la chaîne de transmission et nous réduisons par là le risque de propagation du virus. L'hygiène respiratoire, pourquoi? Il est démontré que la pandémie de Covid-19, ça se transmet d'homme à homme et c'est par les gouttelettes qui sortent de nos bouches, de nos narines. Donc il faut mettre l'accent sur l'hygiène respiratoire pour éviter que tout ce qui va sortir de moi reste à mon niveau et n'aille pas infecter les autres. Personnel universitaire, délégués des étudiants, police universitaire, personnel de cantine universitaire et d'entretien en sont concernés. L'université de Lomé veut rassurer l'opinion et se rassurer. Au-delà de ce que nous apprenons de gauche à droite comme mesures barrières à prendre, nous nous sommes dit en tant qu'universitaires qu'il serait mieux indiqué que nous recevions des formations assez pointues pour une maîtrise de la gestion de ces mesures barrières. C'est ainsi que nous avons fait appel à un certain nombre de services et ça, c'est la première formation qui concerne l'hygiène. C'est aussi pour nous une manière de rassurer les parents qui peuvent laisser les enfants revenir pour que l'année soit sauvée. C'est aussi et davantage des dispositions pour rassurer l'autorité, donc les gouvernants, que l'université met tout de son côté pour assurer donc la sécurité sanitaire de sa communauté. Ces formateurs devront former à leur tour leurs pairs au sein de l'institution. La première phase de cette formation va s'étendre sur 2 jours. Le 14 juillet dernier, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNT-EPT, a organisé un atelier d'élaboration des outils de suivi des formateurs de l'ENI. Ces outils permettront de bien apprécier la dimension éducation inclusive dans les écoles associées à l'ENI. Au Togo, il y a 900 000 personnes qui sont handicapées et que presque le tiers sont des enfants en âge scolarisable. Nous nous sommes sentis interpellés. Nous devons faire en sorte que ces enfants-là aillent à l'école et surtout ceux qui sont à l'école soient et se sentent à l'aise. Alors, pour la coalition, c'est d'amener les formateurs d'UNI à outiller, à faire en sorte que tous ces enfants qui sont à l'école se sentent à l'aise en termes d'attitude des enseignants
en termes de comportement des pairs et surtout dans les pratiques de classe, ils se sentent impliqués et concernés par tout ce qui se déroule à l'école. Donc la coalition a pensé mettre à disposition des formateurs d'UNI une grille qui va permettre d'apprécier l'effectivité de la prise en compte de ces enfants handicapés. Les outils que nous sommes en train de valider aujourd'hui vont nous permettre de suivre, d'abord de former nos enseignants à la thématique éducation inclusive et les suivre au niveau tout d'abord de leur sortie, les amener à effectivement répondre à la problématique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et on va dire de moi, enseignant, que je suis en train d'appliquer l'éducation inclusive. Ces outils sont sur 3 plans. Premièrement, au niveau des ressources. Qu'est-ce qui est apporté à l'école? Qu'est-ce que l'enseignant même crée? Ensuite, au niveau des applications, c'est-à-dire les stratégies adaptées à tous les enfants. Et quand on parle de l'éducation inclusive, nombreux sont ces enseignants qui ont été formés et se sont engagés pour cette cause. Nous avons fait un zoom sur ces enseignants. Regardez. Pas d'abord un enseignant pas comme les autres. Ici, on l'appelle enseignant itinérant. Un enseignant engagé et spécialiste sur les questions de l'éducation inclusive. En tant qu'enseignant itinérant, nous nous rendons dans les écoles, dans les établissements où il y a des enfants en situation d'handicap. Et nous venons en aide à nos collègues enseignants qui ont la charge d'éduquer ces enfants-là. Nous intervenons en langue de signes, puis en braille. Nous éprouvons beaucoup de difficultés. C'est une nouvelle donne que les enseignants eux-mêmes n'ont pas encore maîtrisée. Il faut chaque fois venir en aide à ces enseignants pour pouvoir aider les élèves à réussir. Donc le travail est double, et les enseignants et les élèves. Comme lui, ils sont 3 enseignants formés et équipés dans la préfecture du Moyen-Mono pour venir en aide aux élèves handicapés, quel que soit leur handicap. Pour les enseignants itinérants, ils ont eu des formations spéciales, soit en braille, soit en langue de signes. Ils ont été équipés en moyens de déplacement, en matériel didactique pour pouvoir accompagner les enfants. Il y a les papiers braille, tout le nécessaire pour que quand l'enseignant itinérant arrive au niveau de l'enfant, qu'il puisse l'aider aussi à bénéficier de l'éducation qui est gratuite et obligatoire pour tous les enfants au Togo. La maîtrise des signes conventionnels permettra aux enfants handicapés non seulement de suivre les cours comme les autres apprenants, mais aussi un moyen de préserver leur santé pendant cette crise sanitaire de la Covid-19. Avec la pandémie de Covid-19, nous avons constaté que des émissions se font à la télé, mais les signes qui sont utilisés par le journaliste sont des signes conventionnels. Or, ces enfants-là n'ont pas appris ces signes conventionnels, puisque c'est un langage codé. Donc tout ce que le journaliste fait, les enfants n'arrivent pas à le suivre. Donc il faut maintenant que l'enseignant qui a appris ces signes conventionnels travaille avec l'enfant pour que cet enfant puisse suivre le journaliste qui essaie d'interpréter les cours. Dans le cadre du projet de l'éducation inclusive de plan international, mis en œuvre par l'ONG PASDI Afrique, enseignants et élèves sont accompagnés pour une éducation sans discrimination et sans stigmatisation. Ainsi se referme ce numéro de débat éducation. Merci à vous qui l'avez suivi et merci à toute l'équipe de réalisation et à nous revoir la semaine prochaine.